C'est cette table ronde rectangulaire autour d'un sujet qui nous passionne autant l'un que l'autre, les uns que les autres. C'est l'histoire et comment les romanciers réinventent l'histoire. Donc j'ai auprès de moi Jean-Pierre Sandron, que vous connaissez en particulier pour ses polars, mais parce qu'il vient d'éditer chez Elan Sud un livre qui est une uchronie, qui s'appelle À l'ombre de l'avenue Victor Hugo. Nous en parlerons un petit peu. Et à ma gauche, nous avons Ludovic de Blois, que je ne connaissais pas, je vais faire sa connaissance, qui a écrit pas mal de choses qui sont plutôt des essais techniques ou sur tes passions, ton métier, tes métiers, parce qu'il y en a pas mal, j'ai l'impression. Et il vient d'éditer chez les éditions des Offrets un livre qui est une dystopie et qui s'appelle Inversion. J'ai le privilège de lire les deux. Et c'est un peu bon. Pour moi, c'est important de le dire, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que je n'aime pas les uchronies et les dystopies. Donc, si vous êtes arrivé à me convaincre, c'est que vraiment, ça me voilà, je le dis. Alors, déjà, explique-nous ce que c'est une uchronie. Nous y arrivons. Certains d'entre vous se posent certainement cette question, qu'est-ce qu'une uchronie? Qu'est-ce qu'une dystopie? L'uchronie, c'est un récit qui prend racine dans une époque du passé et qui réinvente les événements. C'est-à-dire que l'histoire va prendre un cours qui n'est pas celui que nous connaissons, qui n'est pas l'histoire factuelle, mais contrefactuelle. Et ça peut réserver des surprises. La dystopie, à une époque, on aurait appelé ça de la science-fiction. Je me trompe? C'est ça. De la science-fiction, c'est-à-dire que comment, si nous continuons dans la voie que nous avons choisie, eh bien, on va arriver à des événements qui ne sont pas forcément heureux. En général, la dystopie, c'est même carrément sombre. Bon, il y a des dystopies que vous connaissez certainement qui sont actuelles, je dirais, c'est La Servante écarlate. Ça, c'est une dystopie récente. Vous avez certainement lu quand vous étiez jeune, en 1984. Donc tout ça, le Soleil vert, bien sûr, Soleil vert c'est une horreur, ce film, et le livre aussi. Voilà, donc voilà la différence entre uchronie et dystopie. Alors Jean-Pierre a choisi une période très précise pour situer son uchronie, c'est-à-dire le moment où l'histoire va changer de cours, où tu te prends pour Dieu et tu changes le cours de l'histoire. Alors explique-nous, c'est une période très précise, c'est la guerre d'Algérie. Mais je crois que tu ne l'as pas connue, tu n'as pas vécu toi. Je n'ai pas participé à la guerre d'Algérie, je l'ai connue en tant qu'adolescent, puisqu'à l'époque où se situe le début de mon roman, j'avais 13 ans. Voilà. Alors, juste un tout petit mot sur uchronie, dystopie. Oui. En fait, souvent les dystopies vont devenir des uchronies. Bien sûr. Par exemple, 1984, jusqu'au 31 décembre 83, c'était de la science-fiction ou une dystopie. Puis le 1er janvier 84, c'est devenu une uchronie, puisque c'est une histoire qui se déroule, mais qui n'est pas la vraie histoire. Voilà. Donc, il y a un lien très fort temporel, je dirais, entre les deux. C'est au fond deux façons d'aménager le passé, le présent et l'avenir, avec évidemment l'imaginaire du romancier. Pour revenir au point de départ À l'ombre de l'avenue Victor Hugo, quand j'étais adolescent, j'avais 13 ans, j'étais très frappé par la guerre d'Algérie. Tout simplement parce que j'avais l'impression que c'était un moment historique et c'était le premier événement politique et historique auquel je commençais à comprendre quelque chose, auquel je pouvais identifier les bons, les méchants, des événements dans quel sens ça pouvait se dérouler, etc. Et il y a un événement en particulier, vers la fin de la guerre d'Algérie, qui m'avait beaucoup frappé, qui est probablement bien oublié dans les livres d'histoire d'aujourd'hui, c'est le putsch des généraux. En avril 61, où 4 généraux à Alger ont fait un putsch pour prendre le pouvoir, avec l'intention d'ailleurs non dissimulée d'ensuite de renverser le pouvoir en France, en métropole. Et moi, j'ai encore en tête le discours de De Gaulle à la télévision, parlant du carteron de Général Péron, de l'appel de Michel Debré le soir même, appelant tous les Français à venir à l'aéroport de Villacoublay pour empêcher le débarquement des parachutistes. Tout ça c'est des choses que j'ai vraiment vécues en fait.
Et un jour, en lisant les mémoires de Bernard Tricot, qui était un des proches collaborateurs du général de Gaulle, je suis tombé sur une phrase de Gaulle pendant le déroulement du putsch, où il disait à Tricot: vous savez, mon vieux, s'il débarque en France, il n'y aura personne pour les arrêter. Donc je me suis dit, à un moment donné, De Gaulle a cru que le putsch réussirait. Bon, rétrospectivement, on dit que c'était pas possible, c'était mal organisé, ils avaient négligé le poids, notamment de l'information, de la radio, etc. Mais à l'époque, il semblerait que les plus hautes autorités de l'État ont pu croire pendant quelques heures, quelques jours, que le putsch réussirait. Et donc, mon roman est né de ça, et si le putsch avait réussi? Qu'est-ce qui serait passé si le putsch avait réussi? Et donc, j'ai imaginé un adolescent, en me projetant d'une certaine manière dans ce personnage, qui vise son adolescente à la découverte de l'amitié, à la découverte de l'amour, du cinéma et de l'engagement politique dans une situation uchronique qui est une situation dans laquelle le putsch aurait réussi et un régime militaire se serait installé en France. Voilà, Chantal. Merci, Chantal. Comment les choses se sont préparées. Là, il a très bien expliqué, on est bien dans le sujet, là tout va bien. Pour Ludovic, ça va être plus compliqué, parce que sa dystopie, elle fait référence non pas à un problème du passé qui, l'histoire a changé le cours de tout, mais lui, son roman se passe dans 20 ans, dans 18 ans. C'est-à-dire, les enfants qui naissent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont avoir à subir que nous avons infléchi dans leur vie sans le vouloir, parce qu'on n'a pas pris peut-être les bonnes décisions, parce qu'on n'a pas réfléchi suffisamment à ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Et ça évoque énormément de sujets dont vous avez certainement entendu parler. Je parle des problèmes environnementaux, intelligence artificielle, ça c'est très prégnant comme problème. Les blocs politiques qui se mettent en place, comment vont-ils interférer? Est-ce qu'il y a une question qui se pose, enfin, que je me suis posée, c'est qui mène les ficelles? Et pour arriver à quoi? Et en faveur de qui? Et donc tout ça s'est mêlé dans cette histoire qui est très très dense. Là je dois dire que des héros, il y en a pléthore, des situations à pléthore. Ça commence sombre, dans un cachot. Ouais, carrément. Un cachot qui est organisé, qui est géré, qui est tenu par des robots. Donc la robotique aussi, elle est là. Alors, je ne sais pas comment on peut avoir idée de choses aussi sombres quand on est jeune, on a le sourire, on a 2 enfants petits adorables. Comment on peut avoir idée de ça? Franchement. Allez, explique-nous. Bonjour à tous. Alors déjà, juste une petite précision, je n'ai pas écrit d'essai technique. Mes premiers livres, c'est un roman qui s'inspire de l'activité que j'ai eue avant. En fait, pendant une vingtaine d'années, j'ai travaillé pour des organisations internationales au service notamment de causes environnementales, comme la protection des espaces maritimes. Et puis, il y a 15 ans, j'ai créé une entreprise dans le domaine de l'énergie solaire qui a permis de créer une vitre photovoltaïque, c'est-à-dire une vitre qui garde sa transparence tout en produisant l'énergie. Et il y a 3 ans, j'ai cessé cette activité, qui maintenant est la technologie d'intégrer dans des montres d'une marque sportive qui s'appelle Garmin, qui intègre ces montres dedans. Et j'ai décidé de me dédier à l'écriture. Donc j'ai écrit un premier roman qui s'appelle Les licornes aussi renaissent de leur cendre, qui raconte le parcours d'une jeune entrepreneur, une jeune femme qui lutte face à des instances financières difficiles et agressives. Et puis ensuite j'ai écrit un essai sur l'autonomie. Donc je me permets cette petite précision parce que vous disiez qu'est-ce qui mène à ça. J'ai toujours été intéressé par les questions de liberté. Parce que dans notre société, depuis 2-3 siècles, c'est une valeur qui est assez importante. Et donc, qu'est-ce que cette liberté? On l'a toujours isolée, mais est-ce que la liberté sans la responsabilité, c'est toujours la liberté? Est-ce que la liberté sans le respect de l'autre, c'est toujours la liberté? Bref, la liberté est une notion complexe, et au travers de l'autonomie, dans un essai, donc j'ai traité cette question en plein cœur de la crise de Covid, pour essayer de trouver justement une valeur qui puisse peut-être nous réunir tous ensemble, quelles que soient nos positions politiques, et donc donner un chemin, un peu de visibilité sur l'avenir. Et ensuite, j'ai voulu écrire
en effet une dystopie qui se passe en 2040 et qui donc n'est pas que noir, parce que bien sûr je suis quelqu'un de très début, voilà, tout à fait. Alors comment on en arrive là? En fait, ce qui est assez simple, c'est que le réel nous inspire quand même beaucoup. Quand vous avez des dirigeants politiques qui disent justement qu'ils aimeraient bien que faire des Guantanamo à la française, on a déjà une visibilité de ce que peut être un Guantanamo à la française dans quelques années. Voilà, j'ai regardé un peu ce qui se faisait, mais le départ du roman est déjà un départ sur une technologie très positive. En fait, vous avez sans aucun doute regardé à un moment donné des documentaires qui parlaient des analyses qu'on faisait sur le cerveau pour comprendre quels étaient l'impact de nos émotions sur le cerveau et inversement. Ça a été fait notamment sur le moine Mathieu Ricard. Et dans un des documentaires, ils expliquaient qu'ils faisaient des tests aussi sur des enfants pour justement comprendre comment les enfants réagissaient par rapport à un exercice complexe, par rapport à des stress qu'ils avaient sur des différents travaux. Et puis j'ai vu qu'ils allaient quand même assez loin dans l'analyse. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si, à un moment donné, on l'a vu aussi à travers quelques essais dans la recherche éducative, qu'est-ce qui se passerait si on utilisait ces technologies pour faciliter le parcours de l'enfant, en disant, si là tu as des zones de stress, il ne faut pas y aller. Donc on va te diriger vers des zones où tu seras toujours confortable, parce que sinon ton corps ne va pas très bien, tu vas ressentir telle émotion, ça ne sera pas forcément très bien, et donc on va faciliter ton chemin pour te donner, te diriger vers un parcours pour lequel tu es prédestiné, parce que ton corps raconte cet épisode. Donc plus du tout de se confronter à l'effort, se confronter à des contraintes pour justement se développer et vivre. Et à partir de là, j'ai imaginé une société qui avait développé cet outil pour diriger directement des enfants vers une attente d'un marché et une attente d'un État. Donc voilà le point de départ de cette réflexion, avec aussi des choses qui me touchent beaucoup dans notre société actuelle et qui sont somme toute assez récentes. Par exemple, on entend de plus en plus des conflits entre les jeunes générations et les générations plus âgées. Alors, ce n'est pas les mêmes conflits qu'il y avait dans les années 80, c'était des conflits d'éducation, où là on disait on n'a pas la même éducation, on n'éduquerait pas pareil, on n'a pas la même vision sur certaines valeurs. Là aujourd'hui on sent qu'on est sur des ruptures beaucoup plus fortes. Les uns votent, les autres ne votent plus. Donc les uns ont l'impression que la loi n'est pas faite pour eux mais pour les plus anciens. Et donc là on a des véritables difficultés de dialogue qui s'instaurent dans de nombreuses familles ou même qui ne se parlent plus parce que la société devient plus complexe. Et il y a aussi cette notion de liberté. On a tellement de murs qui arrivent devant nous, que ce soit le climat, que ce soit la montée de certains totalitarismes, que de temps en temps on est tenté de dire peut-être pour ces solutions-là, il faudrait imposer des choses pour pouvoir passer le mur, mais si on les impose, on impacte la liberté. Et à court terme, ça peut être une bonne solution, mais à moyen terme, c'est un retour en arrière. Donc voilà, à la fois ces notions-là, et puis aussi, il y a aussi une histoire d'amour dans ce livre, et tu me disais comment j'y suis arrivé, parce que moi-même, j'ai un petit garçon qui a 6 ans, j'ai une petite fille qui vient d'avoir 6 mois, et je me suis posé la question, mais j'étais beaucoup plus réticent au départ que ma compagne, je lui ai posé la question, face aux enjeux climatiques, face aux difficultés dans notre société, est-ce que c'est bien responsable, on parlait de la liberté, est-ce que c'est bien responsable de mettre un enfant au monde? Comme j'aime la vie, et bien je me suis retranché vers mes propositions philosophiques, c'est-à-dire que pour moi aimer la vie c'est aimer le réel, et le réel fait qu'une plante donne naissance à d'autres plantes et qu'un être humain donne aussi naissance à d'autres êtres humains, donc j'y suis allé. Et je sens bien que dans la génération qui sont plus jeunes que moi, j'ai 45 ans, ceux qui ont 25 ans aujourd'hui, beaucoup de jeunes disent maintenant je n'irai pas. Alors ils ont 25 ans, ils n'en ont pas encore 40, et parfois la question n'est plus la même. Mais en tout cas, il y a cette vraie position, et parfois des couples se séparent même parce qu'ils n'ont pas le même avis sur ce sujet-là. Donc voilà, c'est un roman qui à la fois parle de ces émotions qu'on peut ressentir, ces conflits de génération, tout ça dans une société imaginée de toutes pièces par rapport au réel d'aujourd'hui. Alors en fait, on a l'impression, quand tu parles de ces choses mystérieuses, on a l'impression que ça n'arrivera pas. Mais si on y est, le problème c'est qu'on y est. Vous savez bien que l'intelligence artificielle actuellement commence à prendre le pas sur beaucoup
entre deux choses, j'ai appris que le 31 mai, donc c'était cette semaine, la première ministre du Danemark a prononcé un discours écrit par une intelligence artificielle. Et j'étais il y a quelques jours dans une librairie, en signature, où il y avait un rayon écrit par l'intelligence artificielle. Mais nous, notre rôle, alors, il sert à quoi? Alors on se passe sur les auteurs, on va comprendre. On est bien d'accord. Ce qui est intéressant, c'est dans ces trois propositions, le passé qui va modifier le cours de l'histoire à un moment clé, bien sûr, parce qu'en général, les uchronies prennent naissance dans des moments clés de l'histoire. Hein, on le dit souvent, quand on est heureux, d'abord on n'a pas d'histoire. Et c'est ça, c'est-à-dire que les uchronies prennent naissance. Alors vous en avez qui parlent de l'assassinat de César, Napoléon prend le pouvoir, conquiert l'Angleterre, prend Moscou, voilà. Et donc ces moments forts peuvent générer effectivement des récits très intéressants qui nous touchent au plus profond. Là on a la vision c'est pas le passé mais c'est le futur, donc c'est le futur plus que le futur. Et c'est toujours le cours de l'histoire qui existe, qui est là, sous-jacent, qui tend nos réflexions et nos prises de position. Moi, ce que je préfère, c'est l'histoire, vous le savez, et puis les profs très formels. Donc, entre ces histoires-là, hein, la formelle qui perd pied, je vous le tout de suite, l'Uchronie et la dystopie, eh bien, vous avez deux positions qui sont très intéressantes parce que c'est une façon de rendre l'histoire malléable. Et donc de la rendre peut-être plus accessible, de faire réfléchir davantage sur l'histoire. C'est ce qui se fait beaucoup maintenant dans les grandes écoles, parce que l'histoire factuelle, bon, on l'a connue, on l'a vu sur tous les arbres, point barre, mais là, l'Uchronie et la dystopie permettent peut-être de réfléchir autrement, en disant, eh bien, si, et si. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Pierre. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le bouquin de Ludovic, c'est justement ce glissement. Au fond, on se dit, on n'est pas si loin que ça du résultat. On a l'impression qu'il s'en faudrait pas grand-chose pour qu'en effet, on arrive à la situation qui décrit. Et en même temps, à l'idée, que tu mets d'ailleurs en exergue au début, qu'il est possible de ne pas y arriver. Qu'il est possible de ne pas y arriver, il faut se poser la question comment faire pour ne pas arriver à cet endroit-là. C'est pour ça que j'aime beaucoup la phrase qui est au début de ton bouquin. Alors, je ne vais pas la par cœur, tu peux la dire, j'ai très bien dit. Mais voilà, j'écris de mon mieux pour que cette histoire ne vienne pas. Voilà. Je pense que ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, pour rebondir sur ce que tu dis, on a déjà parlé un instant de ton livre aussi, que j'ai lu il y a quelques jours. Et bon, moi je le trouve fabuleux parce qu'on se dit toujours, et si pour la Seconde Guerre mondiale, si De Gaulle n'était pas parti à Londres, ça c'est une question qu'on se pose couramment, et sur le coup, je trouve que c'est assez original. En plus, ça vient quelques années après, 2 ans après une BD qui était assez intéressante, qui est sortie là-dessus. On voit quand même, on voit quand même que c'était quand même un sacré spectacle cet événement. Et voilà, je trouve que habilement, et en plus, en faisant ça, tu nous parles beaucoup du présent finalement. Parce que en fait, ce qui me frappe dans notre société actuelle, et ce qui m'intéresse aussi beaucoup à chaque fois, c'est de voir la part de libre arbitre qu'on a, puis parfois la part de l'histoire qui nous propulse en fait. Parce que c'est normal qu'on ait peur du réchauffement climatique. Et la peur, c'est normal qu'elle nous fasse faire des choses. Et dans le livre de Jean-Pierre, on voit très bien justement qu'à un moment donné, les faits arrivent aussi parce qu'une partie de la population est d'accord avec ça en fait. Et qu'elle est d'accord aussi, pas seulement parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle a des impulsions qui naissent de causes et de conséquences. Et donc on est juste des êtres imparfaits dans un monde complexe, et de voir comment tout ça emporte l'histoire. Et c'est ce qu'on voit très bien dans ton livre, c'est à un moment donné des petits déclencheurs qui, au lieu de se passer d'une certaine façon, vont se passer d'une autre, et sans révéler ce qui se passe. Il me semble qu'un des points communs qu'il y a à travers le roman, c'est la question du pouvoir. Dans les deux cas, au fond, c'est
la question sous-jacente du pouvoir, de la liberté, bien sûr, ça je l'ai dit, mais aussi surtout peut-être du pouvoir, comment il est exercé. C'est particulièrement clair dans ton livre où finalement l'intelligence artificielle, les algorithmes permettent un contrôle très fin de la population sur une espèce de parcours-sup à l'échelle d'une génération entière, améliorée, etc. Et ça pose vraiment cette question du pouvoir et de ce qu'on en fait finalement, de à quoi il va servir. Est-ce que c'est l'intérêt général? Est-ce que c'est l'intérêt d'un petit groupe? Voilà, ça, je pense que c'est quelque chose qui apparaît de manière très claire, à la fois dans aussi un peu dans. Et si je peux compléter ce que tu dis, il y a aussi quelque chose qui me paraît important, qui apparaît aussi dans les deux, c'est le problème de la communication de l'information. Parce que dans les deux cas, que les personnages prennent au pied de la lettre ce qu'ils reçoivent comme information, ou qu'ils essaient de réfléchir, de réagir, ben, c'est toujours ce problème-là qui... Or, on sait très bien qu'actuellement, tout ce qui est informatif, tout ce qui est communication, nous tombe dessus en masse. Tout à l'heure, il y a une image qui m'est venue, je crois que c'est toi qui parlait des images pour en voir vos écrits. Moi, ce qui me choque, franchement, ça me choque, c'est les images qu'on reçoit de cette guerre en Ukraine depuis un an et demi. On a l'impression que c'est que des images, et on est abreuvé d'images. Et je suis désolée, elles sont toujours orientées d'un côté ou de l'autre, ça je ne veux pas le savoir, mais est-ce que ce n'est pas un peu trop? Est-ce que ça ne mange pas notre façon de réfléchir, de voir les choses, notre libre arbitre? On parlait de liberté, tout à l'heure de la liberté. Est-ce que ça ne détruit pas ça? Et autre chose également, quand tu décris dans ton roman cette façon d'amener les gens vers un bien-être au travail qui n'est pas d'écueil à surmonter, que ce qu'on leur propose correspond exactement à ce qui va les conforter dans leur état. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi quelquefois savoir affronter et se confronter à des écueils, à des épreuves pour évoluer, pour grandir? Alors ça c'est vraiment une thématique qui est assez forte en moi, on va dire, parce que j'ai eu à le vivre quand je dirigeais une entreprise. On a vraiment fait un projet très collectif qui était très chouette. Et voilà, de voir comment fonctionne le monde des affaires et toutes les difficultés de travailler dans ce monde, eh bien, m'amène forcément à la question d'autonomie. Et ça m'amène aussi à être assez positif dans le sens où, oui, je suis d'accord avec toi, il y a plein d'images, on a abordé d'images, mais c'est aussi dans une société qu'on a tous participé à créer. Une société où il y a du marketing. La moindre artisan qui demain va se lancer va utiliser ses réseaux sociaux pour vendre son livre et va essayer de prendre une place sur la société pour faire vivre son œuvre. Et donc chacun aujourd'hui utilise des outils marketing, en tout cas la plupart de la société. Et donc il n'y a pas de raison que les médias ne le fassent pas aussi, parce qu'ils ont aussi besoin de vivre. Et donc c'est à nous tous finalement, et c'est là où c'est à la fois positif, mais à la fois c'est le chemin le plus complexe, c'est à nous tous de réussir à une petite échelle de faire avancer cette société. Et ce que je trouve à la fois réconfortant, et c'est pour ça que c'est surtout un livre d'alerte, parce que je ne suis pas confiant, ni pessimiste, mais plutôt positif sur le fait que l'humanité peut s'en sortir, c'est que quand on voit des gens dans des entreprises, des équipes qui disent nous on ne veut plus nuire à la planète, nous on ne veut plus faire quelque chose qui n'est pas dans notre éthique, c'est quand même des mouvements d'entreprises, de sociétés qui sont assez enthousiasmants. Et alors, sur la communication, je pense que le Push est un très très bon exemple de l'importance qu'a pris la communication précisément à cette époque-là. Au fond, qu'est-ce qui s'est passé au moment du Push? Comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé par un discours du général de Gaulle très ferme sur le Push, sur le caractère illégal, etc. et appelant l'ensemble des soldats qui étaient, je le rappelle à l'époque, beaucoup des appelés, et non pas des militaires professionnels, à ne pas obéir aux ordres. Et ce discours a été diffusé à la télévision que très peu de gens avaient, mais surtout à la radio. Or, à l'époque, ce qui avait fait fureur, c'était des transistors. Et beaucoup de soldats avaient, dans les casernes, chez eux, des transistors. Et ils ont tous écouté le discours de De Gaulle sur le transistor. Et les généraux putschistes ont reconnu après, ceux qui ont écrit leur mémoire, fait l'analyse du putsch, que leur grande erreur, ça avait été de ne pas brouiller Radio Alger, qui a retransmis intégralement le discours de De Gaulle. Et si on avait brouillé Radio Alger, probablement qu'une partie des soldats serait restée de notre côté, et là aussi on rajoute, et si. C'est intéressant de voir que c'est
vraiment à cette époque-là que la communication a été une arme qui a permis à tout le monde de gagner, parce que probablement, sinon ça aurait pu se discuter. Voilà, donc ce discours a vraiment fait basculer une partie des AP des Midas qui, par ailleurs, en avaient assez marre d'être en Algérie, du côté des autorités de la Ve République. Et pour rebondir sur l'aspect communication, on voit aussi que sur l'aspect environnemental, il y a énormément de communication sur ce sujet. Alors basé sur des faits scientifiques, même si on a quand même, il faut tenir en compte, c'est une partie de la population qui pense qu'il n'y aura pas de dérèglement climatique, et c'est à respecter aussi parce que cette population a le droit de penser ce qu'elle pense. Simplement, on voit que tout ça pose de nombreuses questions. Je ne sais pas si vous avez entendu cette semaine quelqu'un qui est très écouté, Jean-Marc Jancovici, qui travaille sur les questions climatiques, a dit qu'il faudrait un quota de vols par personne, 4 vols dans toute une vie. Donc vous imaginez la difficulté d'imaginer qu'on n'aura plus que 4 vols dans une vie, même si que 20% de la population en voyage, c'est pas nombreux. Alors dans mon roman, j'ai justement pris cette hypothèse, c'est amusant, qu'il y ait des crédits de vol. Ça, on a l'impression que pour des raisons collectives, ça peut être une bonne mesure. Certains le pensent en tout cas. Mais en fait, forcément, il y aura des exceptions si on parle là-dessus. Il va y avoir les diplomates qui auront le droit de voyager plus, parce qu'il faut quand même qu'ils puissent voyager. Les reporters qui ont besoin d'aller sur le terrain, donc ils auront plus. Donc finalement, ça va créer des injustices, ça va créer des... Et donc là encore, on n'est pas dans la responsabilité. On n'est pas dans la transmission d'une valeur d'autonomie, c'est-à-dire aidons les personnes plutôt à trouver des alternatives, favorisons le ferroviaire en Europe, par exemple, ou essayons en tout cas de responsabiliser, de laisser la liberté, tout en faisant en sorte que l'environnement soit préservé. Et donc on voit bien qu'une partie aussi de la population, et pareil c'est tout à fait respectable, mais dit peut-être qu'il faudrait un régime plus autoritaire pour imposer des mesures écologiques. Donc ce discours commence à venir, et c'est un peu le début de mon roman, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui se font emporter par cet élan en disant une partie de la société n'a pas compris qu'il fallait bouger, donc on va imposer, et puis on va vraiment penser que c'est la bonne chose. Mais on sait, quand on a étudié un peu l'histoire, que ça nous conduit toujours, malheureusement, à une perte de liberté individuelle, et donc forcément à un moment donné à des sociétés liberticides. Voilà, donc c'est vrai que la communication, si à un moment donné elle est acceptée par une minorité de la population, peut impacter la majorité. Par ailleurs, puisque tu es quand même le spécialiste de ces questions environnementales, il y a quand même une question qu'on se pose tous, parce qu'on y a été confrontés. Moi, en tant qu'ancien bibliothécaire, bien sûr, je l'ai été. Le livre numérique. Moi, j'aime bien le papier, j'aime le sentir. Et je ne suis pas seule, non, je ne suis pas la seule, je ne le savais pas. Et donc, c'est vrai qu'on dit toujours le papier, c'est du bois, c'est des encres, c'est des transports, c'est des choses qui ne sont pas très bonnes pour la planète. Et au vu du nombre d'écrits qui sortent chaque jour, je crois qu'en France, c'est 200 livres, 200 titres par jour édités. On ne compte pas les auto-édités, donc c'est quand même colossal. Est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné envisager la tablette ou le lecteur numérique? J'espère bien que non, parce que je dirais non. Déjà, je dirais... Pardon? Les éditeurs diront non. Ils vont pas vers le numérique. Il y a les deux. Alors, je te serais gentil à essayer de développer. Moi, là-dessus, je pense que le papier, c'est... en fait, si ça vient d'une forêt qui est éco-gérée, c'est aussi une manière de faire en sorte qu'on protège la forêt. Parce que si on utilise le bois, on a tendance à ce que la forêt soit renouvelée. Si elle n'est pas renouvelée, on n'aura plus de bois de toute façon. Donc je ne suis pas certain que d'utiliser du papier, en tout cas de manière raisonnable, ce soit vraiment un problème. Il faut en revanche faire en sorte que ce livre soit produit de manière la plus environnementale possible. Après, sur le numérique, eh bien là, c'est plutôt de voir quels vont être les usages. Et là, on est plus sur les vidéos que sur le téléchargement d'un livre. C'est les vidéos qui consomment beaucoup. Et j'ai envie de dire, le numérique, au niveau des livres, je trouve que c'est une très bonne chose parce que c'est peut-être un moyen d'accès pour les plus jeunes. Et aujourd'hui, on a quand même un écueil, que ce soit sur l'histoire. On voit très bien que la génération qui arrive n'a pas les mêmes connaissances que les générations passées sur l'histoire dans notre pays. Alors que c'est en comprenant l'histoire qu'on évitera peut-être, et même très sûrement, des situations compliquées. Et donc, je me dis, moi, que ce soit l'audio, que ce soit le numérique, enfin, tous les véhicules
de la connaissance, voilà. Il faut que les générations à venir puissent l'avoir parce qu'ils ont, voilà, on a besoin de leur donner envie en fait de connaître. Moi, je suis un grand utilisateur de liseuses. Et notamment quand je lis des livres en anglais, je trouve absolument fantastique de pouvoir appuyer sur un mot et de voir immédiatement la signification de ça. C'est quand même des fonctions qu'on n'a pas sur un. Alors, ceci dit, il faut savoir aussi que le numérique, effectivement, plus pour les vidéos que pour le livre, c'est le secteur qui progresse le plus en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas continuer au rythme où on va aujourd'hui en termes de progression du numérique, parce que c'est un des secteurs les plus dynamiques en matière de création de gaz à effet de serre. Donc ça relativise aussi un peu le choix à ce stade de la discussion. Je voudrais revenir juste sur une chose, c'est de dire que nos livres ne sont pas ni des livres d'histoire, ni des livres de philosophie politique, ce sont d'abord des romans. Et donc, où il y a des personnages, alors je ne sais pas pour Ludovic, je ne parlerai pas à sa place, mais en tout cas, pour moi, la dimension historique, c'est beaucoup un arrière-plan important, intéressant, qu'il faut traiter en tant que tel, mais ce qui, pour moi, a compté le plus dans l'écriture du roman, c'est le personnage lui-même. C'est-à-dire la découverte de cet âge de l'adolescence, c'est toujours un âge à la fois compliqué et en même temps merveilleux, puisque c'est à la fois la découverte du monde. Là, en l'occurrence, mon héros se lie d'amitié avec un camarade de classe dont le père travaille dans le cinéma, ce qui nous permet de découvrir un monde qui le fait rêver, etc. Donc je crois qu'il faut avoir, en ce qui me concerne, il faut avoir l'idée que nous parlons bien de roman et pas d'ouvrage de philosophie politique ou c'est marqué. Oui, c'est marqué, mais je pense que c'était bien le préciser. Je vais me jouer au même exercice que toi. Inversion, c'est l'histoire d'un jeune fonctionnaire qui travaille au niveau de l'Union européenne, une union qui s'est métamorphosée parce que les États européens ont tous décidé finalement, population après population, d'élire des régimes plus totalitaires. Et donc ils se sont dit finalement l'Europe, on n'était pas trop pour, mais ça peut être un outil qui peut permettre de pouvoir promouvoir notre idéologie sécuritaire, etc. Et donc ce jeune fonctionnaire qui a vraiment envie de changer les choses au niveau environnemental se dit c'est bien, c'est certes un peu autoritaire, c'est certes un peu liberticide, mais ça fait avancer la cause écologique, donc je me dédie à ça. Et puis son ex-petite amie, ils ont dû se séparer, et donc qui, elle, est reporter et va en Sicile pour étudier sur les migrants, et elle se rend compte que les migrants disparaissent d'Europe, mystérieusement. Et donc, c'est l'histoire de ces deux personnages qui vont découvrir justement à l'intérieur de leur organisation, dans une enquête, des choses qui vont les bouleverser, qui vont les amener à essayer de trouver la vérité, ou dénoncer ce qu'ils voient. Ils vont avoir face à eux une nouvelle agence qui va être créée au niveau européen, qui est une agence de renseignement, à l'image, à l'instar un peu de la CIA aux États-Unis, et qui va essayer de les contrer dans leur démarche. Et à côté de ça, il y a d'autres personnages, parce que c'est une époque où la mer va aussi avoir... Vous savez que la mer est le dernier espace de liberté totale. Il n'y a pas en haute mer, il n'y a pas de loi. C'est un accord entre les différents pays du monde, mais c'est un dernier espace où il peut y avoir des pirates, par exemple, et il est difficile de lutter contre parce qu'il faut se mettre d'accord tous ensemble sur la planète pour lutter contre la piraterie. Et donc ça se passe aussi proche des océans. Il y a un frère et une sœur jumelle qui sont chinois et qui s'évadent de leur laboratoire. Et puis il y a également le père de ce fonctionnaire qui lui est un écrivain et qui est d'une autre génération et qui regarde son fils un peu désespéré. Voilà, donc c'est vraiment différents personnages qui se rencontrent, qui n'ont pas les mêmes visions de société et qui vont devoir affronter des obstacles. Et en fait, il n'y a plus qu'une chose à souhaiter, c'est que dans 20 ans, on se rende compte que cette dystopie, Dieu merci, elle n'a pas abouti. C'est devenu une Voilà. Donc rendez-vous en 2050. C'est ça. Mais c'est intéressant de voir quand même au niveau de la littérature comment ces genres qui au départ étaient, comment je dirais, un peu minoritaires, un peu décriés,
Honnêtement, c'est pour ça que je n'en avais pas lu depuis 1984 à Soleil, parce que je trouvais que c'était vraiment des amusements, de l'imaginaire, enfin, je sais pas, un peu bizarre. Enfin, ça ne m'attirait pas. J'ai changé d'avis parce que vos deux romans sont quand même très bons. Je vous les montre parce que vous ne les avez peut-être pas vus. Voilà, Inversion, il est là. Voilà, À l'ombre de l'avenue Victor Hugo, il est là. Hein, ils sont en bas. Par contre, vous verrez, ils sont super. Et qu'est-ce que je veux dire? La littérature en fait évolue énormément. Je parlais tout à l'heure sur le stand avec un visiteur qui disait oui, moi j'ai relu des classiques que je lisais il y a 30 ans et je n'y reconnais pas. Les phrases ne sont pas les mêmes, les personnages ils étaient déplacés, alors que maintenant on a une littérature très, qui roule, qui vous tient parce qu'elle parle de vous. Et là on a deux romans qui parlent de nous. Ce qu'on aurait pu vivre si l'histoire avait basculé quand on était petit, c'est pas si vieux que ça. Cédric, ça va. Alors, il y en a qui n'étaient pas d'accord. On ne dit rien. Et comment l'histoire pourrait basculer si nous, actuellement, on n'était pas attentifs. Donc c'est vrai que je pense que parmi vous, il y a beaucoup de personnes attentives justement aux questions environnementales, qui se posent des questions, et si demain, et si hier, et si, voilà. Oui, sur la question justement de l'engagement face à une situation politique, quel que soit le type d'engagement, moi j'ai volontairement pris un héros qui au fond n'a pas de détermination au départ. Il est dans une famille assez moyenne, la mère plutôt Algérie française, le père pas vraiment, et au fond son problème c'est d'arriver à se faire une opinion, et c'est un peu malgré lui qu'il se trouve pris dans un engrenage que je ne vous décris pas, parce que pour ça je vous dévoilerai à la fin du roman. Et je crois que ça correspond à la situation de beaucoup de gens, et notamment de beaucoup de gens à l'époque que je décris, en 61, il y a des gens qui au fond n'étaient pas vraiment ni pour ni contre, mais qui petit à petit ont pris conscience de la réalité qui se passait. C'est aussi ça ce que le roman peut apporter par rapport à l'étude historique, disons froide, technique, analyse des sources, c'est de faire prendre conscience charnellement de choses, de les incarner à travers des personnages qui nous permettent de mieux réfléchir sur comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, est-ce que finalement les choses à un moment donné auraient pu vraiment tourner de manière très différente, ou bien est-ce qu'il y a des forces plus importantes qui les ramènent toujours vers un cours unique. Enfin voilà, à travers des personnages de chair et d'os, on peut arriver à proposer une réflexion, une vision des choses, peut-être plus facilement pour un public large, disons, qu'à travers simplement une étude historique très fondée sur des sources, sur des archives, etc. Bien que c'est certainement un travail très passionnant, mais voilà, c'est deux approches différentes. Ce qui est fabuleux avec le roman, c'est que, en fait, pour vraiment habiter ces personnages, c'est indispensable de les aimer. Et donc, si à un moment donné vous avez un personnage qui... en fait, si tu veux, en tout cas c'est pour ça que je le dis, c'est que même un personnage dans lequel je suis complètement désaccord, je trouve qu'il fait des choses qui ne m'iraient pas du tout s'il était à côté de moi dans ma vie. En fait, on est obligé de l'aimer quelque part, parce que sinon on le rend un peu trop caricatural. Et en fait, il a forcément des choses en lui qui sont chouettes. Je vois par exemple, je trouve que notre société nous amène vers la tendresse, en fait, parce que je vois un personnage, c'est le père de ce fonctionnaire, il a toujours eu une Harley qui pétarde, il a aimé les voyages, la liberté, traverser la route 66 aux États-Unis. Il est obligé de passer à une moto électrique, quoi, qui ne fait pas de bruit. Et moi, de la même manière que j'ai de la tendresse pour les hommes qui ne se reconnaissent pas, même si c'est la façon dont moi je souhaite vivre, mais je comprends des hommes qui ne se reconnaissent pas dans la nouvelle société, où la place de la femme est différente et qui n'arrivent pas à comprendre quels sont les nouveaux codes de cette société. Voilà, donc je trouve qu'on vit de tels bouleversements que c'est aussi important d'avoir de l'amour, de la tendresse pour les personnes qui sont en opposition à ces changements et qui
le vivent mal, en fait, et qui du coup sont peut-être tentés par des positions radicalement opposées. Donc je trouve que c'est ça que le roman permet aussi, c'est d'aller... Il n'y a pas de blanc ou noir, il n'y a pas de bon et de mauvais, et chacun vit avec ses souffrances, ses plaisirs, ses attentes, ses peurs, et d'aller comprendre ça, d'aller chercher ce qu'il y a libre. Et puis surtout, moi, ce qui me plaît le plus, en fait, et je le fais aussi dans le cadre d'un podcast que je réalise, c'est de penser contre soi-même. Je trouve que notre société et les réseaux sociaux nous poussent à ça, à être dans des communautés de pensée, on reçoit que des infos qui vont dans notre sens, et au contraire d'aller voir les personnes en se disant, bah oui, ils pensent vraiment l'inverse, mais je vais aller comprendre pourquoi ils pensent ça, quelle est son histoire, quel est son vécu. Je trouve que c'est là qu'on grandit, c'est là qu'on arrive à comprendre l'humanité. Voilà. C'est ce que j'essaie de faire modestement. Mais je pense qu'effectivement, c'est aussi un point commun entre vos deux façons d'écrire, c'est la prise de conscience. Le Lucas, là, c'est comme. C'est pas Lucas, comment il s'appelle le tiens, personne. Michel, voilà. Lucas et Michel, ils sont à des charnières de leur vie. Bon, charnières de l'histoire aussi, charnières aussi quelque part de l'histoire, puisque c'est une époque en plein bouleversement que vivent les personnages d'inversion. Et on se dit qu'après tout, la prise de conscience, elle est universelle et elle est intemporelle. C'est tout le temps, à chaque étape de notre vie, à toutes les époques, que nous, en tant qu'êtres humains, on a besoin de prendre conscience si on veut réaliser pleinement notre situation d'être humain. Sinon, à quoi ça sert qu'on soit sur Terre, hein? D'accord. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Est-ce que vous... Oui. Je pose la question en deux. Est-ce que dans vos travaux d'écriture, vous avez totalement la maîtrise de la trajectoire du personnage, ou est-ce que par moment, vous avez le bonheur de les voir vous échapper et vous amène vers des terrains que vous n'avez pas imaginés? Alors, la maîtrise totale, non. En gros, moi, quand j'écris, je sais à peu près le point d'aboutissement. À peu près le point de départ, et encore, je le recommence souvent le point de départ. Par contre, la trajectoire entre les deux peut être assez fluctuante. C'est-à-dire, en fonction de l'écriture, de la dynamique des personnages, je peux être amené à modifier une scène, une partie de l'intrigue, me rendre compte une fois que c'est écrit que telle partie de l'intrigue n'est vraiment pas cohérente avec le reste, etc. Ça détournement en disant, tiens, je ne pensais pas arriver là. Alors, en général, le point d'aboutissement, je le connais à peu près dans ma tête, mais je ne sais pas toujours par où les personnages vont passer pour y arriver. C'est surtout ça qui est, dans la façon d'écrire qui me marque, quoi, qui me frappe quand j'écris. Je me dis, tiens, celui-là, dans le roman, par exemple, il y a des personnages, au départ, je les avais fait parler à la première personne. Puis en relisant, je me suis dit, ça ne collait pas dans le ton du roman. J'étais obligé de les présenter à la troisième personne. Et rien que ça induit des changements importants dans la façon d'écrire, l'articulation entre les personnages, etc. Puis il y en avait un que vraiment j'avais un peu trop chargé. Alors là, c'est l'amour, pas du tout. Donc je me suis dit, bon, non, là, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est vraiment la caricature. Donc je reprends, j'enlève tout ce qui avait paraissait vraiment trop grotesque, caricatural, et je reviens à un personnage plus proche de ce que pourrait être une psychologie. Alors, en fait, j'ai différentes méthodes en fonction des livres que j'écris. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que d'avoir, en tout cas, une structure, mais qui est rarement tenue, mais d'avoir une structure de départ, c'est quand même là où je me sens mieux au départ. Pourquoi? Parce que souvent, et vous verrez beaucoup d'écrivains, et même de jeunes auteurs qui n'ont pas réussi à écrire un livre, si à un moment donné, ils n'ont pas dessiné un peu leur personnage ou le livre, il y a des exceptions, on entend ce que je veux dire, et souvent, au bout d'un tiers du livre, ils sont bloqués. Parce qu'il y a un truc dans la trame qui n'est pas abouti, et du coup, ils n'arrivent plus à avancer. Donc c'est vrai que moi j'essaie quand même d'avoir une trame. En revanche, elle est rarement suivie. C'est un peu comme Jean-Pierre, le début est assez clair et la fin aussi. En fait quand j'écris, donc j'écris généralement tous les matins. Je commence par une revue de presse vers 6h30, 7h. Après, j'écris jusqu'à midi. Puis ensuite, j'ai tout un travail de recherche et d'interview sur les prochains livres. Donc je mixe deux livres. Le matin, c'est le premier et l'après-midi le suivant. Et en fait, je fais ça pourquoi? Parce que dans les 3-4 heures dans lesquelles j'écris,
j'habite vraiment mes personnages. Et en fait, quand je les habite, bon, déjà après, j'ai besoin d'aller marcher pendant une demi-heure parce que parfois, je vis quand ils pleurent et je pleure. Enfin, pas à ce point-là, mais c'est pas loin, quoi. Et donc, souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je suis dans une action et que je décris le personnage, finalement, il me dit, mais ce que tu m'as voulu faire faire, c'est pas possible. Parce que tel que je suis, avec ce que je ressens, si je suis un homme, une femme, et si je suis quelqu'un de tel âge, ou de stressé, pas stressé, ou plutôt dilettant, etc., je ne vais pas vivre la situation de la même manière. Et donc là, généralement, il y a des choses qui m'échappent. Et l'histoire part dans un sens, alors je ne l'avais pas du tout imaginé. Mais en fait, c'est assez fort de voir que finalement, il y a beaucoup de choses qui étaient déjà prêtes en soi, mais qu'on n'a pas forcément réussi à mettre sur le papier tant que le personnage n'était pas vivant, en fait. Et il vit une fois que l'écriture est commencée à faire. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai de l'écriture. Juste pour compléter là-dessus, moi je dirais que, bien sûr, il y a le problème de la cohérence, donc souvent je donne des dates de naissance fictives, bien sûr, pour ne pas le faire vieillir trop vite, etc. Mais c'est surtout le style et le ton. Comme on n'écrit pas tout d'un seul tenant, moi souvent je me rends compte que tel passage je l'ai écrit à un moment donné, et que c'est plus du tout le même ton, le même style que le passage qu'il y avait avant. Donc à ce moment-là, je reviens, je corrige, ce qui fait que je corrige beaucoup. Une fois que j'ai établi un premier jet, je passe beaucoup de temps à recorriger, parce qu'au-delà même de la cohérence des personnages, de ce qui leur arrive, de l'intrigue, ce qui est important, me semble-t-il, dans un roman, c'est de donner une unité de ton et de style du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est compliqué. Il faut vraiment le retravailler. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas donné d'entrée de jeu. Je suis obligé de retravailler beaucoup les phrases, les paragraphes, changer les mots pour arriver à donner cette unité de ton qui fait que le lecteur n'a pas l'impression de passer d'un univers à l'autre en fonction des chapitres. Ouais, je suis assez aligné avec la façon dont tu fais parce que moi j'essaie de ne pas me mettre de limites. Donc en effet, quand je relis parfois, il faut vraiment tout retravailler. Le travail de relecture prend presque plus de temps que le travail d'écriture, et il est plus laborieux parce que justement vous devez retravailler chaque phrase, chaque mot. Mais c'est aussi ça qui est passionnant. Moi je fais souvent la comparaison avec quand je vois des peintres travailler. Il y en a un qui habite à côté de chez moi, il a des baies vitrées, donc on voit, et il repasse plein de fois, et la peinture finale n'a rien à voir avec le départ. Et c'est vrai que dans l'écriture, c'est vraiment ça. Donc il faut avoir des bons yeux, parce que parfois on passe des heures à relire des textes. Et après, je pense que je sais qu'on est dans un pays où beaucoup de personnes ont envie d'écrire, et souvent elles s'arrêtent, soit parce qu'il n'y a pas d'éditeur, soit parce qu'elles n'ont pas confiance sur le fait qu'elles vont lire. Moi, à chaque fois que je rencontre des personnes qui me disent j'ai envie d'écrire, je dis vas-y, ne réfléchis pas au départ au style, à la qualité de ton écriture, écris ton histoire. Et après, une fois que tu l'as écrit, tu la relis, tu laisses passer 1 mois, 2 mois, et vraiment se faire confiance parce qu'il n'y a aucune raison de pas aller au bout en fait. Dès que l'énergie est là, l'envie d'aller écrire, c'est chouette, je pense, d'aller au bout de ses envies. Et voilà, donc c'est ce que j'aurais envie de partager avec vous. La touche dont je me sers le plus sur l'ordinateur, c'est sucre. Alors ça, le nombre de fois où j'ai ça sur sucre pour supprimer carrément ou changer un mot, c'est vraiment cette touche-là qui est... C'est pour ça qu'on se pourrait écrire avec un stylo et du papier, parce que là, tu passes ton temps. Alors moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas écrire autrement qu'avec un stylo et du papier. Moi, je trouve que l'ordinateur est un outil absolument fantastique pour changer des mots, pour changer des paragraphes, pour regarder des versions successives d'un même texte, etc. Moi, je ne pourrais plus travailler autrement, quoi. En fait, moi, si je vous écoute bien, messieurs, là, en fait, et je le ressens aussi, ce travail de romancier, d'écriture, de réflexion sur les personnages, sur ce qu'ils vivent, ce qu'ils auraient pu vivre, ce qu'ils vont vivre, c'est notre enrichissement, quelque part. Et ça, c'est merveilleux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Oui, je suis un peu interloquée par les titres de vos livres, parce que moi j'étais parisienne, je suis du Tournoi, d'accord. Est-ce que aversion est un terme numérique? Oui. Quand on choisit un livre, c'est le titre qui nous saute aux yeux. Et là, dans ce que vous expliquez, vous parlez de la guerre d'Algérie, je vois Victor Hugo, je pose des questions. Et aversion, on a l'impression que c'est aussi un retour sur soi-même. Alors, je voudrais avoir un peu d'explication. Voilà. Alors, règle numéro 1, ce n'est pas l'auteur qui choisit le titre. En accord plus ou moins grand avec l'éditeur qui a toujours la
évidemment en accord avec l'auteur, il passe même beaucoup de temps à discuter sur le titre. Alors après, qu'est-ce qu'on attend d'un titre? Alors pour Inversion, je ne sais pas, je laisserai Ludovic en parler, c'est compliqué, il ne doit pas non plus complètement dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur du roman. Ça c'est plus le rôle de la quatrième couverture d'expliquer un peu quelle va être la thématique du roman. Il faut qu'il y ait il faut que ça rende l'ambiance, l'atmosphère du roman. Il faut en même temps que ça donne une indication minimale sur le lieu, sur le personnage, etc. Et si on a choisi avec l'éditrice à l'ombre de Victor Hugo, c'est parce que ça rendait relativement bien compte du personnage central du roman, qui vit dans un milieu protégé, dans cette partie du 16e arrondissement de Paris, qui est donc vraiment un arrondissement très bourgeois, etc. Et on a gardé ça, on ne pouvait pas mettre le projecteur sur le putsch, on aurait pu l'appeler le putsch d'Alger, mais bon, ça aurait mis trop le projecteur sur ce qui est plus l'arrière-plan que le personnage lui-même. Voilà, l'explication super de la réflexion. Alors, je n'ai pas évoqué tous les personnages qui sont sur le livre, mais il y a un personnage qui est important, qui est un entrepreneur néerlandais, qui, face à la montée totalitaire et de ces sociétés numérisées, eh bien, réfléchit et même plus que réfléchir, prépare une solution, à son sens, qui est la bonne solution, parce que c'est un entrepreneur libertaire, comme on en voit sur la côte ouest américaine, et il a nommé cet outil Inversion. Et Inversion est au cœur de l'intrigue du livre, et comme on parlait sans rentrer dans l'histoire, mais si vous voulez, cette société est tellement numérisée que chaque citoyen a donc besoin de passer par cette société numérisée pour exister, et lui imagine, avec des outils numériques, une possibilité de s'en sortir. Voilà. Donc il vient se greffer dans les deux combats de mes deux personnages principaux, et j'en dis pas plus. Et voilà pourquoi ça s'appelle Inversion, pour inverser peut-être la tendance. En fait, quand on voit l'évolution des personnages et ces personnages qui, pour la plupart d'entre eux, évoluent pendant le roman et changent complètement de point de vue, Inversion pluriel. Pour aller dans votre sens, moi j'ai écrit deux romans policiers, l'un s'appelle La constellation des Gémeaux et le deuxième s'appelle Le bouclier d'Orient, et régulièrement il y a des gens qui viennent me voir me dire: alors ça parle bien d'astrologie, non, pas du tout. Et donc c'est ce que j'ai oublié aussi d'évoquer, c'est que c'est un roman qui se passe dans divers pays, qui se passe aux États-Unis, en Europe, en Asie, et on voyage dans tous ces pays. Et c'est un temps très agréable à lire, moi je me suis réveillé, donc vous m'avez réconforté, réconcilié tous les deux avec le genre littéraire que je ne pas trop. Bon, ceci dit, j'ai pas besoin de parler. Est-ce que quelqu'un a une autre question à poser? Oui. Non. Non, mais en fait, votre question, c'est. Je pense que je suis entre les deux, et c'est une bonne question. On hésite toujours avec mon livre entre, en effet, anticipation et dystopie. Et je pense qu'on est assez proche aussi de l'anticipation. Je parle de l'utopie aussi. Dans certains aspects, il y a un peu d'utopie. Oui, parce que, comme je disais, ce livre, s'il commence sur un ton un peu dur, est un livre aussi positif. Et je suis. On critique depuis pas mal de temps maintenant les utopies, parce qu'on dit tout de suite, si vous êtes utopiste, c'est que vous êtes idéaliste, si vous êtes au des grandes causes. Je pense que le danger, c'est que l'utopie devienne une croyance. Ça, c'est un vrai danger. En revanche, on a besoin d'utopie, on a besoin de rêver un peu. Voilà. C'est ça. Et moi, je suis un grand rêveur. On m'a toujours dit que souvent j'étais trop idéaliste, peut-être, mais voilà, j'aime rêver à des sociétés qui pourraient être plus harmonieuses. Et c'est vrai que l'utopie a pris, dans le langage courant, le sens d'une société, au fond, un peu idéale, qu'on décrit soit à travers un roman, soit à travers un essai, comme l'utopie de Thomas Mann. Ce qui fait que on peut difficilement parler d'utopie dans le cadre du roman de Ludovic, au sens où société un peu idéale vers laquelle il faudrait tendre. C'est pour ça qu'on utilise plutôt, me semble-t-il, le terme dystopie pour montrer un univers au fond qui, d'une certaine manière, dysfonctionne.
ne se passe pas bien. Et je pense que dans la question. C'est ça. Qui arrive à glisser la personne et à lobotomiser. Et je parlais de utopie dans le sens, je pense que Lucas, dans son combat, Oui. à un moment donné, quand il réalise que C'est ça. il y a un côté d'utopie. C'est pas une utopie, bien sûr, ce livre, mais ça fait référence. On a plus de questions? Si, moi j'en ai une pour monsieur le chroniste. Toi, en fait, à partir du point d'inflexion que tu as choisi, tu sais comment ça s'est passé. Oui. Est-ce que cette histoire, la vraie histoire, on va dire, tu t'en écartes volontairement ou c'est quelque chose que tu gardes un peu à la tête pour essayer de relier à la réalité? On retombe dessus à la fin. Voilà. Par honnêteté pour le lecteur, j'ai mis à la fin la vraie histoire. Ce qui s'est réellement passé avec une chronologie, et puis pour ceux que ça intéresserait, quelques éléments bibliographiques pour qu'ils puissent retrouver la vraie histoire, parce qu'effectivement, et j'ai même mis un avertissement au lecteur au début. Alors, moi, en fait, c'est à la fin, quand j'ai fini d'écrire le premier jet, je me suis rendu compte que la fin de la trajectoire de mon héros, en fait, rejoignait l'histoire réelle de la fin. C'est-à-dire, il se retrouve dans quelque chose, disons, qui, grosso modo, pourrait ressembler un peu aux événements de mai 68. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait une espèce de dérive et qui reviendrait ensuite dans le courant principal. Voilà. Mais, effectivement, je ne voudrais surtout pas qu'on croie à un moment donné que ça s'est vraiment passé comme ça. D'où l'avertissement lecteur, d'où la chronologie à la fin, précisant exactement. J'ai même précisé d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs moments où je fais parler des personnages, où j'utilise des citations, et donc j'ai donné les références précises pour que les gens sachent exactement d'où je les ai sortis. Je fais parler par exemple à un moment donné un des 4 généraux putschistes, qui est devenu entre-temps ministre de la Défense, etc. Et en fait, quand je le fais parler, je le sors de ses mémoires, qu'il a écrit, et donc j'ai pris des phrases de ses mémoires pour lui. À un moment donné, je décris un article de Jacques Soustelle, qui était un des derniers gouverneurs de l'Algérie, et qui était pour une intégration de l'Algérie à la France, etc. Et là, j'ai utilisé un article qu'il avait publié dans le Figaro, et j'ai repris des extraits de cet article pour le faire exprimer sa position. Je ne voulais pas le faire à sa place, en défendant sa pensée. Et si l'histoire continue son cours? Et tiens, et si Ludovic avait un autre titre en cours, un autre livre en écriture, est-ce que c'est aussi une dystopie? Alors je travaille sur 2 nouveaux livres. Un livre qui est aussi un livre de cycle thriller, on va dire, la dynamique, qui va parler de l'intelligence des animaux. Qui est un livre très positif sur la façon dont on peut cohabiter avec les animaux. Et puis je travaille très avant sur un roman suivant aussi, qui lui va être un lien entre des événements historiques et la société actuelle, mais qui ne sera pas le même. Et Jean-Pierre. Alors, si Jean-Pierre écrivait. Mon éditrice a entre les mains un manuscrit, mais il faut que je le retravaille beaucoup, qui est cette fois-ci un roman policier sur le thème du féminicide. Oh là là. C'est un sujet de société qu'on ne peut plus actuel. Ben oui, c'est bien, je vois que ça crée des roues dans la salle. C'est bien. En tout cas, je pense que nous allons clore cette rencontre. Merci à tous les deux d'avoir accepté. Merci.